à tous et merci beaucoup pour votre présence à cette keynote qui est consacrée à l'IA souveraine confrontée à la réalité du marché. Donc, je me présente, je m'appelle Dina Capel. Certains ont pu me voir ce matin lors de la plénière. Je suis analyste de marché chez IDC et j'aurai le plaisir de parler de tous ces sujets avec vous. Tout d'abord, qui sommes-nous ? IDC, ou International Data Corporation, est un acteur indépendant de premier plan dans l'analyse et la quantification des marchés du numérique. Nous sommes présents dans plus de 50 pays dans le monde entier, avec plus de 1200 analystes, et je suis ravie d'en faire partie, et on est plus de 200 en Europe. J'aimerais tout d'abord revenir rapidement sur les définitions de souveraineté, parce que souveraineté, confiance, résilience, ça se recoupe, ça se superpose, et on a tendance à les utiliser de manière interchangeable. Ainsi, comme on peut le voir lors de ces dernières initiatives du gouvernement, on parle principalement de souveraineté numérique. Mais comme on le dit dans l'Observatoire de la souveraineté numérique, c'est principalement un apanage régalien. Toutefois, le même gouvernement décrit bien que, même si c'est premièrement étatique, cela dépend énormément des dépendances technologiques des entreprises qui constituent le cœur économique de la France. Donc les deux sont liés. Et c'est pour cela que dans la définition que je vais vous présenter et que j'ai eu le plaisir de présenter en plénière également, je parle de la souveraineté comme étant la capacité d'autodétermination numérique des nations, des entreprises et des individus. Ainsi, elle se divise en plusieurs couches, comme on peut le voir, de la data, technique, opérationnelle, avec des notions d'interopérabilité, de portabilité et aussi d'assurance, avec les assured workload. Tout ça, cela constitue l'autodétermination numérique. Pour aller au-delà de cela, on vise l'autosuffisance, notamment avec la chaîne d'approvisionnement. Et malheureusement, en Europe, il est vrai que c'est assez complexe du fait que nous ne maîtrisons peu ou presque pas la chaîne de valeur des puces. Mis à part ASML sur la production des machines de gravure, nous produisons assez peu de semi-conducteurs et surtout, nous ne sommes pas capables de produire les composants essentiels au GPU pour l'instant en Europe. La dernière couche est celle de la survivabilité, c'est-à-dire la géopolitique, les dépendances commerciales, etc. Pour zoomer un peu sur la souveraineté de l'IA, qui sera notre mantra principal aujourd'hui, c'est un sous-segment de la souveraineté numérique consacré au cycle de vie intégral de l'IA, pas seulement à la souveraineté du raisonnement, c'est-à-dire la souveraineté de l'inférence, la propriété du modèle de fondation, etc. On regarde l'ensemble, notamment par exemple la maintenabilité, la gouvernance et toutes les couches qui composent l'IA par le dessous, donc notamment les GPU, l'infrastructure cloud, etc. Ainsi, nous avons élaboré un framework complet de la souveraineté de l'IA chez IDC qui couvre l'ensemble de ce cycle de vie, depuis le hardware, vraiment au cœur de cette souveraineté, avec les opérations d'infrastructure juste au-dessus, la gestion des données, tout ce qui a trait au modèle en violet, et enfin la couche implémentation et delivery, donc tous les fournisseurs de services, les ESN, qui vont aider à implémenter ces technologies. Et lorsqu'on regarde, la souveraineté de l'IA devient une véritable priorité pour les organisations européennes qui 60% d'entre elles, selon nos prédictions, vont adopter des clouds souverains pour garder la pleine propriété et le contrôle de leur modèle d'IA. Et les données d'entraînement, c'est vraiment un sujet clé. Ainsi, 57% des organisations françaises considèrent que c'est un sujet critique de détenir pleinement ces données d'entraînement et de les contrôler, de les maîtriser. 30% considèrent que c'est important, mais sont également prêtes à utiliser des données tierces ou hébergées chez quelqu'un d'autre si vraiment le besoin s'en fait. Finalement, ce que l'on remarque dans cette slide, c'est que la propriété des données d'entraînement constitue, pour beaucoup d'entreprises, là où la valeur business de l'IA se reflète. Et ainsi, elles veulent en garder la propriété, car c'est avec des bonnes données que l'on fait des modèles d'IA performants. Si l'on revient à notre framework,
Donc on voit tout un cycle de vie de la souveraineté de l'IA et les organisations peuvent utiliser les leviers que j'ai mentionnés avec le code couleur pour essayer d'améliorer leur autodétermination numérique. Je vais citer quelques exemples, notamment au niveau data, la traçabilité des flux de données, la sécurité de ces flux de données, la propriété des équipes d'implémentation et de delivery dans le cadre des ESN. Et au niveau des modèles, forcément, on pense aux licences des outils, aux licences des modèles, mais aussi aux licences et les régimes de licence des données d'entraînement. Parce qu'effectivement, parfois, il faut avoir des données tierces. Donc, est-ce qu'on utilise des données tierces? Est-ce qu'on utilise des données propriétaires? Cela a également une importance, comme on a pu le voir précédemment. Donc, on a les régimes de licence, les propriétés, et c'est d'autant plus visible sur la partie infra, avec tous les débats qu'on peut avoir autour du cloud souverain et des data centers souverains. On voit quelques leviers, notamment la localisation des data centers, les certifications du personnel IT-Ops et aussi sa localisation, sa nationalité, les certifications data center, la connectivité autour de cela, etc. Donc, une diversité de leviers importante qui conduit à un écosystème très diversifié également pour l'IA souveraine. Donc il faut prendre en compte à la fois les fournisseurs de cloud, les fournisseurs de data center, mais aussi les fournisseurs de modèles d'IA locaux et open source. Donc toute une diversité d'acteurs à prendre en compte, ce qui nous donne un panorama très varié et très, très joli de l'IA souveraine en France et en Europe. Donc je pense que vous ne connaissez pas forcément tous les acteurs mentionnés ici. Bon, Mistral AI, forcément, on le connaît tous, mais il y a d'autres fournisseurs de modèles comme Lighton ou des fournisseurs de modèles verticaux, par exemple dédiés à l'industrie de la banque assurance tels que Dragon LLM, Playas, Poolside, mais aussi des modèles multimodaux. Car les LLM, c'est aussi le voice-to-text, la reconnaissance vocale, etc. Donc nous avons également des pépites très prometteuses dans ce domaine, à la fois en France et à l'international, enfin, en France et en Europe, pardon. Ensuite, là où la souveraineté se joue désormais, ce n'est plus simplement au niveau des modèles de fondation, parce que même la plupart de ces fournisseurs de modèles de fondation, souvent ne le développent pas from scratch, ils vont aller fine-tuner un modèle open source déjà existant. Par exemple, c'est ce que font certains acteurs comme Dragon LLM, etc., qui se basent sur, par exemple, des GEMA ou autres. Donc, on fine-tune déjà des modèles open source existants. Donc, finalement, on arrive presque à une commodisation des modèles IA, notamment grâce à l'open source. Toutefois, on a cette partie plateforme qui va capter une très grande partie de la valeur de l'IA par l'orchestration des modèles, par la sélection du bon modèle IA pour le bon cas d'usage, la fourniture du contexte qui va déterminer également la performance des modèles sous-jacents. Tout cela fait que nous avons l'émergence de plateformes IA et agentiques européennes particulièrement intéressantes. Je citerai par exemple Dust, Mistral AI Studio, Dataiku que l'on connaît déjà tous, DMARC, mais également par exemple Delos, qui est une suite bureautique boostée à l'IA, qui a été produite en seulement 8 mois par une poignée de polytechniciens que je peux compter sur les doigts de ma main, et qui maintenant fait concurrence à un Microsoft. Donc c'est quand même un écosystème qui est très prometteur, mais qui a aussi un peu de mal à concurrencer les grands ISV, les grandes plateformes existantes. C'est là où vraiment la souveraineté de l'IA va se jouer, parce que c'est dans cette orchestration, dans la fourniture du contexte et dans le management de tous ces flux que vraiment la valeur de l'IA va être dans les années à venir. Et il l'est déjà aujourd'hui. Nous avons également d'autres briques. Donc les fournisseurs de cloud IA, c'est PaaS de confiance. On est chez Sens aujourd'hui, donc ça en fait partie. On a d'autres acteurs aussi, on peut citer par exemple Cloud Temple, Upsun, etc. Et tout cela permet d'avoir une fondation d'infrastructure pour faire tourner ces modèles. Et on a pu le voir notamment lors des plénières, etc. Sens permet à ses utilisateurs d'utiliser des modèles open source tels que GEMA, etc., directement sur leur IaaS. Voilà, donc c'est une brique essentielle. Ensuite, on a le stockage retrieval, les frameworks agentiques, la mémoire, la sécurité des LLM et de l'agent, les ESN pour l'implémenter en toute confiance, mais aussi la recherche, les data space, comme EONAX qui a été mentionné ce matin, mais aussi l'écosystème de supercalculateurs. Toutefois,
on a beaucoup de petits acteurs dans les modèles, mais ils font face à des biais. C'est-à-dire que vous, en tant que décideur IT, vous allez regarder les benchmarks. Et souvent, nos modèles européens ne performent pas très bien dans les benchmarks parce qu'il est difficile de concurrencer un Anthropic, un OpenAI, un Google, parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités de calcul, etc. Donc faire un grand modèle avec les mêmes performances est très complexe. Sachant qu'en plus, ces benchmarks ne sont pas parfaits. Ils sont souvent, entre guillemets, optimisés. Enfin, les fournisseurs de modèles optimisent leurs modèles pour bien performer sur les benchmarks. Cela ne signifie pas que ces mêmes modèles vont bien performer sur vos tâches à vous. Donc, attention, de ce côté-là, les benchmarks ne sont pas à prendre tels qu'ils sont. Il vaut mieux toujours évaluer les modèles sur vos propres cas d'usage. Et ils ne prennent pas en compte non plus les possibilités de personnalisation. On peut avoir des SLM qui, légèrement personnalisés via du fine-tuning ou entre guillemets une fourniture du contexte comme un RAG, qui vont performer tout aussi bien que des grands modèles de fondation frontière. Ainsi, il faut donner la chance aux petits acteurs du système européen en leur permettant de personnaliser leur SLM, par exemple, pour répondre à vos cas d'usage. Enfin, donc il y a peu de représentativité des petites structures dans les benchmarks et il n'y a pas vraiment de déclinaison par industrie ou par verticaux. Donc ça aide à la décision, oui, mais attention, il faut quand même le prendre avec des pincettes. Pour continuer sur une note un peu plus positive, on a vu que les benchmarks n'étaient pas totalement en faveur de nos acteurs européens. Mais malgré tout, je crois personnellement qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se construire une autodétermination dans l'IA qu'aujourd'hui. Ainsi, on a une véritable volonté étatique, comme on a pu le voir ce matin, plus une mise en commun des supercalculateurs français et européens qui permettent aux fournisseurs, mais aussi aux entreprises utilisatrices, de commencer à entraîner leurs modèles sur des capacités GPU. Ensuite, l'IA augmente les viviers de développeurs, réduisant la dépendance à l'offshore, par exemple, mais aussi au SaaS. Ainsi, par exemple, Delos, que j'ai cité, ont développé en 8 mois l'équivalent à Microsoft avec une poignée d'ingénieurs. Ça ouvre les possibles. Et donc, on peut aussi commencer, en tant qu'organisation, à développer sa souveraineté numérique grâce à l'IA, grâce au fait qu'on peut aussi faire des développements internes beaucoup plus rapidement. Les modèles légers et frugaux réduisent notre dépendance à l'infrastructure et notre dépendance énergétique. Donc, effectivement, ils contribuent aussi à la souveraineté de l'IA. Et on a des modèles de plus en plus petits et de plus en plus performants, ce qui est extrêmement encourageant également. Donc, un écosystème local et open source extrêmement intéressant. Et enfin, une compatibilité entre modèles, plateformes, agents, mais aussi une communication grâce à des protocoles tels que MCP et 8way qui permettent aussi d'augmenter la diversité de ces fournisseurs de modèles, fournisseurs d'agents, etc., parce que l'interopérabilité en est facilitée. Assez rapidement, pour revenir sur cet aspect infrastructure, on prévoit justement que les entreprises européennes vont moins être dépendantes des GPU et se constituer une véritable infrastructure hétérogène, se basant sur les CPU qu'ils ont déjà et en les complémentant par des GPU qui sont plus rares et plus chers pour faire tourner leur modèle d'IA, mais aussi les entraîner, etc. Donc, il y a aussi cette voie du milieu. On n'est pas dépendant que des GPU. On a de plus en plus de modèles qui peuvent être optimisés pour tourner sur des CPU. Et justement, les SLM sont aussi très prometteurs dans le cadre de l'IA agentique, parce que nous n'avons pas besoin, pour toutes les tâches effectuées par des agents, des SLM forcément ultra performants. Nous pouvons, pour certaines tâches, de LLM ultra performants, nous pouvons, pour des tâches qui nécessitent moins de réflexion, utiliser des SLM bien fine-tunés, bien personnalisés, qui seront tout aussi efficaces tout en étant moins chers et nous donnant plus de souveraineté. Ainsi, on pense chez IDC que d'ici 2027, jusqu'à 50% des projets IA à l'échelle européenne utiliseront ou entraîneront des SLM. Maintenant, on a vu que l'écosystème est prometteur. On a également l'utilisation des SLM qui est de plus en plus sophistiquée et donc également prometteuse versus les modèles de fondation frontières comme OpenAI, Anthropic, etc. Mais malgré tout, on n'assiste pas à une consolidation du marché en Europe. On n'a pas véritablement un champion de l'IA qui émerge. Certes, Mistral a investi 1,2 milliard en Suède il y a 2 jours, mais est-ce que ça en fait un acteur qui est reconnu
au niveau européen et qui est de confiance au niveau européen. Est-ce que les Allemands vont préférer Mistral par rapport à un acteur allemand? Est-ce que les Italiens vont préférer Mistral par rapport à un acteur italien? Pas forcément. C'est un peu le problème. On n'a pas, comme on a échoué dans le cloud à créer un Airbus du cloud, pour l'instant, en tout cas en termes de consolidation du marché, on n'arrive pas à faire émerger un véritable champion européen qui pourrait avoir l'échelle nécessaire pour concurrencer les modèles frontiers tels que Anthropic, OpenAI, enfin, les fournisseurs de modèles comme Anthropic, OpenAI, etc. Donc, on a aussi le risque, à la place d'aller vers l'Airbus de l'IA, d'aller vers le SCAF de l'IA. D'aller vers le SCAF de l'IA. Ainsi, on risque d'avoir une guerre des égos, une bataille des égos au niveau des pays qui essaieront de mettre en avant leur champion local au détriment des autres. Et au final, comme on peut le voir avec la situation du SCAF en ce moment, ça n'avance pas. Et on ne peut pas se permettre que ça n'avance pas. Parce qu'en attendant, les Américains, les Chinois et tous les autres continuent d'avancer. Donc on se trouve un peu à une croisée du chemin. Est-ce qu'on va s'orienter vers un Airbus de l'IA ou un SCAF de l'IA? J'espère l'Airbus, mais on verra bien. Une autre des brides que nous voyons autour de l'écosystème d'IA français et européen, c'est la responsabilité de nous tous, c'est la responsabilité des décideurs IT, des entreprises elles-mêmes. En effet, donc elles vont, lorsque les fournisseurs IA les contactent, elles vont les mettre en face de leur benchmark. Oui, mais vous n'êtes pas aussi performant que Claude ou que ce modèle-là de OpenAI. Ok, mais comme je l'ai dit, les benchmarks ont énormément de biais. Et les leaderboards, comme les pages Google, il faut savoir aller au-delà de la page 1. Il faut savoir creuser. Et souvent, on ne le fait pas. On se contente de la simplicité. Puis, les DSI et les métiers, parce que maintenant 50% de la décision IT est prise par les métiers, sont aussi attirés par les bundles proposés par les grands fournisseurs de logiciels et les hyperscalers. Donc forcément, comment arriver en tant que fournisseur d'IA européen à être compétitif face à un bundle qui souvent sacrifie sa marge pour remporter un marché? Cela s'inscrit dans un cercle plus large. En effet, par exemple, les achats vont aussi faire du dumping dans les entreprises. Il y aura également des problèmes tout simplement de référencement. En tant que start-up, vous ne pouvez pas aussi facilement entrer dans le référencement d'une entreprise du CAC 40, par exemple. Donc déjà, il y a plusieurs barrières au niveau des achats. Puis bien sûr, les achats vont mettre la pression budgétaire sur les DSI et métiers, vont leur demander parfois de consolider leurs fournisseurs. Donc qui dit consolidation des fournisseurs dit aussi on va garder que le best of breed. Donc l'acteur IA européen qui produit des SLM moins performants peut se retrouver sur le côté. Mais il y a également d'autres acteurs, comme les ESN, à qui on ne pense pas forcément. Les ESN, elles répondent à la demande des DSI et des métiers. Les DSI et les métiers, ils veulent un maximum de fonctionnalités, ils veulent du best of breed. Donc forcément, les ESN créent un pool de compétences adapté à ce best of breed. Donc, en retour, le cercle vicieux, quand les DSI vont demander des recommandations, elles vont leur recommander du best of breed parce que les ESN ont développé les compétences pour délivrer ce type de projet, et on se retrouve dans un cercle vicieux où on n'en sort pas. Et justement, comme les ESN répondent à la demande des métiers, lorsque les fournisseurs d'IA français, à qui j'ai parlé sur les derniers mois, viennent demander des partenariats aux ESN, c'est très compliqué, parce que les ESN disent « nous, on répond à la demande. Si on n'a pas de demande, on ne peut pas investir dans le vide pour former nos équipes à vos technologies. » Voilà. Donc, un beau cercle vicieux qui fait qu'en résultante, les fournisseurs d'IA français et européens ont moins de revenus, donc moins de capacité de R&D, moins de CAPEX, etc., moins de capacité de compute pour aller entraîner leurs modèles, et donc le fossé se creuse avec les modèles frontiers, avec le best of breed. Voilà, donc c'est assez révélateur. Par exemple, le cours de Lighton, qui est la seule entreprise française d'IA générative cotée en bourse. On se dit, l'IA, c'est quand même le sujet le plus sexy depuis 3 ans. Une entreprise française qui fait de l'IA générative et qui est cotée en bourse, devrait-elle avoir ce type de courbe? On se dit, peut-être que l'économie française s'est crachée entre-temps. Donc j'ai fait une comparaison avec le CAC 40. Ce n'est pas le cas. Si Lighton et tous les autres fournisseurs IA avaient bénéficié d'un véritable soutien de la part de la demande en France, qu'elle soit publique, privée, les acheteurs, les DSI, etc., on aurait peut-être un type de courbe différent. Heureusement, finalement, en termes de chiffre d'affaires, ils vont un peu mieux, etc. Mais
c'est moins bien que prévu et ils ont eu beaucoup de problématiques au cours des derniers mois. Voilà, et ça ne devrait pas forcément être le cas dans un écosystème vertueux où on brise ce cercle entre les DSI, les ESN et les achats qui brident donc l'écosystème français-européen. Pendant ce temps, il y a un petit chiffre que je voulais mettre en avant, c'est 600 milliards d'euros. 600 milliards de dollars. C'est ce qui va être investi en termes de CAPEX par Amazon, Google, Alphabet, Meta et Microsoft sur l'année qui suit, donc en 2026. 600 milliards. Selon IDC, le précédent de ce type d'investissement en infrastructure, c'est la création des réseaux ferroviaires en Europe et aux États-Unis au 19e et début 20e siècle. Voilà, donc c'est vraiment un moment charnière. Et où sommes-nous pendant ce temps? Où sont les entreprises européennes? Malheureusement, vu qu'il n'y a pas de véritable champion européen, qu'il n'y a pas de consolidation, c'est plus complexe. Je ne souhaite quand même pas parler que de négatif, donc je vais mettre en avant aussi des chiffres et des tendances très positives, comme le fait que 43% des entreprises françaises envisagent de migrer leur workload d'IA vers le cloud souverain au cours des 2 prochaines années, dans leur dynamique de souveraineté numérique. Donc effectivement, c'est très encourageant. Mais malgré tout, elles sont confrontées à des challenges tels que la complexité, les coûts et l'intégration avec leur environnement cloud principal. Donc, ce qui fait que l'IA est parmi les derniers workloads migrés vers le cloud souverain. Voilà, c'est quand même dommage, mais c'est aussi révélateur de toute la complexité qu'il y a derrière et aussi du fait que les entreprises, pour de bonnes et de mauvaises raisons, veulent avoir accès au best-of-breed à tout prix et ne peuvent pas forcément l'avoir sur un cloud souverain. Par exemple, Sens a annoncé que potentiellement, dans les 2 prochaines années, il y aura accès à Gemini sur Sens. Mais c'est encore en cours de travail et c'est le type de choses qui est assez difficile à mettre en place de manière concrète. Donc effectivement, le résultat, c'est que les entreprises ne migrent pas majoritairement leur workload d'IA vers le cloud. Donc on arrive dans une période où ce que j'appelle le multi-cloud contraint. La souveraineté numérique pousse les organisations à diversifier leurs fournisseurs de cloud, et tant mieux. Mais on est quand même très loin d'un exit, c'est-à-dire on est très loin d'un exit total des hyperscalers. Donc en orange, nous avons les fournisseurs de cloud locaux et en bleu, majorité hyperscaler. Donc on voit quand même dans les choix des entreprises, 32% vont utiliser une combinaison des clouds locaux et globaux, 12% vont réduire leur utilisation des clouds globaux, mais voilà, elles vont quand même le conserver. 9% vont utiliser principalement des offres de cloud souverain et 4% vont totalement cesser d'utiliser le cloud public. Donc 4%, ce n'est rien par rapport à un total exit. Bien sûr, parce que les hyperscalers, quoi qu'on en dise, représentent une très bonne possibilité pour beaucoup de cas d'usage, notamment les cas d'usage des grandes entreprises. Ce qui fait que les entreprises restent pragmatiques et réalistes dans leur migration vers le cloud souverain et sélectionnent les workloads qui iront dans le cloud souverain, et ce ne sont pas tous les workloads. Voilà. Donc, vous voyez un panorama quand même qui reste très diversifié, qui se diversifie et tant mieux. Mais la réalité, c'est que 80% du marché du cloud en France est dans les mains de 3 acteurs. Amazon, enfin AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Donc, on est quand même assez loin d'un exit, d'autant plus lorsqu'on regarde ça. Effectivement, on diversifie, mais la majorité du marché est entre les mains d'acteurs américains. Le fossé entre l'intention et l'action est toujours aussi profond. Toutefois, il y a beaucoup d'alarmisme sur ce sujet, notamment sur la possibilité d'un kill switch, c'est-à-dire une rupture complète des services si jamais Donald Trump pète une crise. Est-ce totalement réaliste? Je voulais montrer ce graphique qui montre l'évolution semestrielle de la portion des revenus générés en Europe par les hyperscalers. On peut voir que Google Cloud a 27% de ses revenus sur le dernier semestre générés en Europe, 22% pour Azure, 21% pour AWS. Est-ce que vous connaissez un quelconque acteur capitalistique de la taille d'un Google, d'un Amazon ou autre qui renoncerait volontairement à presque un tiers de ses revenus?
ou du moins qui ne se défendrait pas bec et ongle via ses lobbies pour limiter au maximum la rupture de service. Voilà, c'est bien sûr qu'il y a un risque, qu'il y a une probabilité, mais il faut aussi se dire que cette probabilité de kill switch est infime et baser des stratégies numériques entières sur cette probabilité n'est peut-être pas la meilleure utilisation de nos efforts. Voilà. Et d'ailleurs, l'extraterritorialité, donc les demandes extraterritoriales, ce n'est pas vraiment la première raison pour laquelle les entreprises françaises switchent vers le cloud souverain. C'est un stéréotype qui est assez commun, mais que je voulais un peu démonter aujourd'hui. Je l'ai déjà fait un peu lors de la plénière. Il n'arrive qu'en 4e position. La première étant, et de loin, la nécessité de renforcer sa posture cyber. Ce n'est pas pour rien que la qualification Secnum Cloud est délivrée par l'ANSSI, donc l'agence française, entre guillemets, qui s'occupe de la cybersécurité. Ce n'est pas pour rien. Effectivement, les exigences de cybersécurité données par le Secnum Cloud permet à de nombreuses organisations d'aller en confiance vers le cloud, alors qu'auparavant, par exemple, lorsqu'elles étaient dans la défense ou dans des secteurs très régulés, ne pouvaient tout simplement pas. Voilà, donc c'est la première raison. Et c'est la même chose pour les workloads d'IA, où on retrouve à la 4e position l'évitement des demandes d'extraterritorialité, mais la première, pour localiser ces workloads d'IA dans le cloud souverain, ça reste la sensibilité des données, les obligations de localisation imposées par la législation, etc. C'est un stéréotype qu'il convenait de démonter. Un autre point très positif, c'est que même s'il y a un écart entre l'intention et l'action qui fait que 80% du marché est toujours détenu par les hyperscalers, c'est un processus qui met du temps. Et heureusement que les entreprises françaises et mondiales continuent d'augmenter leurs dépenses dans le cloud souverain pour essayer de commencer à créer une autodétermination numérique. Ainsi, nous prévoyons chez IDC que le marché du cloud souverain va croître à un CAGR de 26,5% entre 2024 et 2029. On passe véritablement du slogan de la souveraineté à une véritable trajectoire budgétaire. Et cette souveraineté, effectivement, il faut un budget parce que ça coûte. On estime environ que les solutions qualifiées Secnum Cloud coûtent entre 15 et 30% de plus que les solutions usuelles du marché qui ne sont pas Secnum Cloud. J'ai mis une petite citation de Vincent Strubel de l'ANSSI qui le confirme également. C'est-à-dire, dire que la souveraineté numérique ne coûte rien, c'est contre-productif. Ça a un coût, mais c'est justifié par l'indépendance stratégique que cela procure. La grande question est, est-ce que les entreprises sont prêtes à payer ce prix? Et c'est là où j'aime bien confronter les organisations à leur propre incohérence et à leur propre paradoxe. Parce que lorsqu'on voit que ce premium est de 15 à 30% et qu'on le confronte à quoi sont prêts de payer les entreprises, on peut avoir un petit choc. C'est l'objet de cette slide, justement, de nos enquêtes IDC, où on a demandé aux organisations françaises et européennes combien seraient-elles prêtes à payer pour des solutions souveraines. Donc une grande partie ne veut tout simplement rien payer, parce que soit très peu d'entre elles disent on n'a pas le budget, donc on ne peut pas payer, ou d'autres disent on ne veut pas payer plus parce que la souveraineté devrait être intégrée de manière native dans toutes les offres. Voilà, donc 24 à 21%. On n'en a que faire que passer la certification Secnum Cloud coûte un budget quand même assez important aux fournisseurs, etc. On ne veut rien payer en plus, on ne veut pas payer de premium. Ensuite, de nombreuses entreprises disent « Ok, on peut aller jusqu'à 10%, 30% en Europe, 39% en France. » Mais quand on regarde la véritable tranche budgétaire nécessaire pour le Secnum Cloud, c'est-à-dire de 15 à 30%, on se retrouve avec seulement 36% des organisations françaises et 43% des organisations européennes. En moyenne, le premium consenti est de 7,5% pour la France et de 8,2% pour l'Europe, bien loin du coût du Secnum Cloud. Et le coût du Secnum Cloud, il ne sort pas de nulle part. Embaucher tous ces ingénieurs, les former, créer de bout en bout des infrastructures, etc., qui peuvent concurrencer les hyperscalers sur le cloud, ça a un prix. Et tout simplement, atteindre les exigences du Secnum Cloud, ça a aussi un prix. C'est l'exigence de cybersécurité la plus stricte presque au monde. Forcément que ça a un coût. Mais les organisations ne sont pas forcément prêtes à le payer. Et c'est important de le mettre en exergue.
Parce que sinon, on se retrouve à nouveau dans un cercle vicieux qui empêchera les fournisseurs de cloud souverain, d'IA souveraine, etc., de décoller. Parce que derrière, la demande des entreprises, pour des bonnes et des mauvaises raisons, hein, bien sûr, tout le monde a des contraintes budgétaires, mais il y a donc cet écart entre l'offre et la demande qui peut être potentiellement inquiétant. Et c'est particulièrement embêtant pour les multinationales, parce qu'en effet, on regarde notre petit prisme franco-français, mais beaucoup d'entreprises sont des multinationales qui vont devoir être confrontées à de multiples zones souveraines et donc à de multiples surcoûts. Ainsi, chez IDC, nous prévoyons que d'ici à 2028, 60% des entreprises multinationales répartiront leur stack IA entre plusieurs zones souveraines, triplant leur coût d'intégration. Voilà. C'est pas rien, c'est vraiment un enjeu pour les multinationales qui seront réparties sur plusieurs zones souveraines, soumises à des restrictions, enfin, à des qualifications aussi strictes, par exemple, que le SecNum Cloud. Ensuite, je pense qu'il est important aussi de mettre en avant le fait qu'on oppose souvent l'innovation à la souveraineté. Mais lorsqu'on le demande dans nos études, est-ce que vous privilégiez l'innovation à tout prix ou la souveraineté à tout prix? On se retrouve quand même avec la balance qui penche plus d'un côté que d'un autre. On a 36% des organisations françaises qui préfèrent l'innovation à la souveraineté et 18% qui préfèrent la souveraineté au risque de brider l'innovation. Voilà. C'est aussi une réalité du marché à laquelle on doit s'adapter et qu'on doit prendre en compte dans nos stratégies de souveraineté numérique. Effectivement, l'innovation, c'est ce qui permet la compétitivité des entreprises, c'est ce qui permet à une entreprise de continuer à générer des revenus, des marges, etc., à investir dans sa R&D, ainsi à survivre. Donc, il y a aussi des compromis à faire, il y a des arbitrages. Et ces arbitrages-là ne sont pas forcément faciles à faire. Voilà, juste pour remettre aussi une couche là-dessus, parce qu'on entend beaucoup de velléités des entreprises, mais en face, les actions sont parfois contradictoires. Et donc, je préfère qu'on parle de manière plus nuancée, notamment sur les définitions, etc., mais qu'on trouve des solutions qui marchent et qui soutiennent véritablement l'écosystème français et européen de l'IA et du cloud souverain qui se crée. Parce qu'en continuant dans des discussions très puristes, entre guillemets, on se retrouve on n'arrange personne finalement. Et les revenus n'arrivent pas chez les fournisseurs d'IA et de cloud, ils ne peuvent pas donc augmenter leur R&D, et le cercle vicieux continue. Ma conclusion est la suivante, c'est qu'en termes de souveraineté de l'IA, nous sommes tous responsables. Les entreprises, notamment du CAC 40, etc., mais aussi le secteur public, sont les premières à avoir ouvert les portes aux grands acteurs étrangers, etc. Et donc aussi, maintenant, on doit faire face à la réalité qu'il y a des dépendances technologiques, que la transition ne pourra pas se faire du jour au lendemain, et reconnaître tout simplement sa responsabilité et ne pas partir dans un purisme complètement contre-productif. Tout d'abord, c'est pas binaire la souveraineté de l'IA. À chaque workload, il faut mettre la stratégie en face. Parce que dans tous les cas, les budgets sont limités, etc. Et tous les workloads n'ont pas besoin d'aller sur un cloud souverain. Parce qu'il faut être prêt à assumer le premium derrière. Et pour objectiver ces dépendances, maintenant, il y a beaucoup d'outils qui existent. Des outils très intéressants, tels que l'IRN, l'indice de résilience, mis en place par le gouvernement. Je vous encourage fortement à aller confronter vos conceptions versus la réalité de ce que ce type d'outil va vous dire. Ensuite, il est important aussi de nuancer d'où vient la valeur business de l'IA générative. Elle ne vient pas seulement de la performance du modèle. Effectivement, on a des démos qui sont particulièrement impressionnantes, notamment, voilà, tout le monde a vu les capacités du dernier Claude 4.6, etc. C'est impressionnant. Mais malgré tout, nous avons des processus dans les entreprises auxquels il faut s'adapter. Et des outils génériques ne seront pas forcément aussi performants que des modèles personnalisés, fine-tunés, etc., pour répondre spécifiquement à vos besoins. Et d'ailleurs, une bonne partie des entreprises de l'écosystème de l'IA, notamment des fournisseurs de modèles, tirent la majeure partie de leurs revenus, non pas de la vente de la licence de leurs modèles, parce que souvent ils sont open source, mais bien de la personnalisation de ces modèles pour les besoins des entreprises. Donc,
aussi, en pensant à ces possibilités de personnalisation, vous allez soutenir l'écosystème européen de l'IA et leur permettre peut-être dans le futur d'avoir des performances qui commenceront à matcher celles des modèles frontières. Il y a aussi cet aspect que la capacité à fournir le contexte, le contrôle et l'orchestration sont nécessaires pour améliorer la performance des modèles, et notamment dans le cadre, par exemple, de processus agentiques. Voilà. Donc il faut aller au-delà des benchmarks, au-delà des leaderboards, et considérer la valeur de l'IA d'une manière holistique, en prenant en compte tous ces aspects. Et bien sûr, la valeur de l'IA va beaucoup dépendre de la qualité et de la structuration de vos données. Donc, déjà, commencer à travailler sur ces fondations data avant de se dire on va prendre le modèle le plus cher, le plus performant, et ça va nous changer la vie. En dernier, comme je l'ai beaucoup répété, il est vrai qu'il faut essayer, s'efforcer de briser ce cercle vicieux que j'ai mentionné auparavant, parce qu'on est tous, entre guillemets, un peu responsables dans tous nos choix quotidiens, et en particulier lorsqu'on est un décideur d'entreprise. Cela passe d'abord par la veille de l'écosystème. Donc vraiment se tenir au courant. Il y a peut-être un fournisseur de modèles qui va émerger dans votre industrie, qui vraiment va s'occuper de vos cas d'usage, de vos tâches. Donc n'hésitez pas vraiment à garder l'œil ouvert et à sortir un peu de vos idées préconçues sur les fournisseurs et le fait que malheureusement on ne rattrapera jamais le gap avec les fournisseurs de modèles frontières. Ensuite, tout simplement, c'est aussi se faire à l'idée que les offres souveraines comportent un premium et que ce premium peut être élevé. Parce que sinon, on ne brisera pas cette différence d'acceptation entre l'offre et la demande. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si les sujets vous intéressent et que vous voulez en savoir plus sur nos recherches en tant qu'analyste de marché indépendant, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn et à continuer la discussion à ce niveau-là. Et sinon, il me reste peut-être un peu de temps pour les questions. Donc oui, il me reste un peu moins de 7 minutes pour les questions. Donc n'hésitez pas. Oui ? Alors, je vais revenir à cette slide. C'est une question très intéressante. Et pour vous donner le chiffre exact, je vais vous recontacter. Mais juste pour bien comprendre, c'est vrai que je ne me suis pas trop attardée sur cette slide. J'aurais dû, peut-être. Donc là, c'est des données au niveau mondial. Donc on parle en milliards d'euros. En 2025, on est en 143 milliards d'euros et on atteindrait les 348 milliards en 2029. Avec donc en 2030, on dépasserait les 350 milliards d'euros au niveau mondial. Mais dans notre taxonomie, en fait, notre taxonomie est assez large. On prend en compte toutes les technologies composant la souveraineté numérique selon nous. Donc à la fois la souveraineté des données, la souveraineté technique, la souveraineté opérationnelle, comme c'est détaillé dans ce graphe. Si on se concentre que sur le cloud souverain, donc j'imagine que vous parlez principalement de l'IaaS et du PaaS, on va se retrouver avec un chiffre qui est quand même beaucoup moins élevé. Donc votre estimation de marché pour la France, je pense que j'aurais dit un peu plus que ça, surtout si on prend en compte, si on considère que Scaleway, OVH, etc. sont souvent... je pense qu'on peut faire monter un tout petit peu ce chiffre-là. Si on prend en compte que les offres purement Secnum Cloud, ce qui n'est pas exactement le cas de cette taxonomie, car comme je l'ai dit, la définition que nous avons est plus large que celle du Secnum Cloud. On va atteindre un autre chiffre. Mais je serais ravie d'en discuter un peu plus avec vous et de vous apporter plus de réponses à ce niveau-là. Donc vous êtes de quelle organisation déjà ? D'accord. N'hésitez pas à revenir vers moi à ce niveau-là et je vous donnerai plus de détails. Oui ? Bon, déjà, vous êtes une des conférences qui donne, dont le nom est une de ces initiatives. Alors, je vais revenir sur une des slides à ce niveau-là, parce que je pense que ça peut peut-être expliquer les différences de méthode. C'est celle-ci. Ça n'explique pas tout,
Je n'ai pas mis de slide qui classe les différents acteurs en France, mais je peux le refaire. Donc en France, sur les 3 hyperscalers, il me semble qu'on a d'abord Azure, ensuite AWS, genre je ne sais plus lequel des deux en premier, et beaucoup plus loin, Google Cloud. Donc entre guillemets, par exemple, Google Cloud est plus un challenger sur le marché français. Et au niveau mondial, je crois aussi, enfin, il a des revenus un peu moins élevés que Azure et loin derrière AWS. Donc forcément, en tant que challenger, vous êtes plus prêt à des compromis que d'autres acteurs. On voit notamment que AWS adopte une stratégie qui est tout autre. Elle ne s'allie pas à un acteur local tel que Thales qui détient presque intégralement cette filiale. Non, ils ont créé leur propre cloud souverain, en Allemagne principalement, qu'ils maîtrisent et ils font des promesses dessus par eux-mêmes. Ce sera opéré par eux, etc. Google Cloud et Azure ont pris des chemins un peu différents. Ils ont choisi, notamment en France, de s'allier avec des acteurs locaux pour déjà avoir plus de crédibilité, mais aussi garantir plus de protection au niveau juridictionnel. Parce que si vous donnez des promesses en tant qu'hyperscaler sur le fait non, on ne répondra pas aux demandes extraterritoriales, etc., mais que votre infrastructure n'est pas séparée, que c'est quand même géré et managé par votre personnel, c'est quand même plus compliqué à justifier. Donc dans ce sens-là, l'alliance avec un acteur local qui détient en intégralité l'infrastructure, les personnes qui maintiennent, qui détient le code, sans passerelle, retour entre guillemets vers l'hyperscaler, c'est quand même plus rassurant. Donc ça, c'est ce pourquoi on opté Azure et Google Cloud sur le sol français, avec Bleu et Sens. À mon sens, ce type de stratégie est meilleur, parce que déjà, en tant qu'acheteur, vous êtes plus en confiance, mais aussi, tout simplement, c'est plus simple de tenir ses promesses. Si, en tant que Google Cloud, vous n'avez pas accès aux infrastructures de Sens, c'est plus simple de ne pas répondre aux demandes d'extraterritorialité. Alors que si vous êtes un hyperscaler qui détient l'infrastructure, malgré toutes les promesses de souveraineté que vous pouvez faire, il y a quand même des failles. Voilà. Donc, je pense que cette différence d'initiative est liée en partie aux parts de marché détenues par tous ces hyperscalers, avec Amazon qui est très loin devant et notamment sur le marché mondial, et aussi à leur dépendance aux revenus européens. Comme vous pouvez le voir, Google Cloud est beaucoup plus dépendant à ses revenus européens que les autres acteurs, donc forcément, quand les clients européens ont une sensibilité ou entre guillemets une lubie comme la souveraineté, Google, en tant qu'acteur capitalistique, va s'efforcer d'y répondre parce qu'il a vraiment intérêt à le faire aussi. Et donc, pour garder cette clientèle, il a peut-être intérêt à faire plus de compromis. Voici ma lecture. Oui ? Alors, elle n'est pas publique. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, le bas de mes slides est caché. Et en fait, les sources sont au bas de mes slides. La plupart des chiffres sont issus de notre recherche. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me demander, je vous enverrai les slides avec grand plaisir. Et ces études que nous réalisons sont notre propriété intellectuelle. Donc, pour y avoir accès, il faut soit être client, soit nous en diffusons certaines lors de blogs, lors de conférences telles que celle-ci. Donc, à partir du moment où elles sont sur des presses, elles deviennent publiques, entre guillemets. Et sinon, nous communiquons dessus, mais c'est des études que nous maîtrisons, des chiffres que nous créons. Donc on a soit des enquêtes que nous réalisons, donc là on va demander à tous les fournisseurs, à beaucoup d'organisations utilisatrices, etc., quelle est leur utilisation, etc. Donc il y a beaucoup de données qui proviennent de ces enquêtes et il y a beaucoup de données qui proviennent donc d'analyses que nous effectuons en interne sur des sets de big data pour estimer quelle est par exemple la taille d'un marché et quelle est sa croissance. Voilà. Donc c'est un mix de ces deux approches. Donc ces données, pour la grande majorité, ne sont pas publiques, mais il y a des données, par exemple, telles que le 80% de parts de marché détenues par Google, Microsoft et AWS en France, sur lequel je peux vous dire que tous les cabinets sont d'accord et qui limitent une donnée publique à tel point, ça crève le plafond. Et je peux vous dire que les données sur lesquelles tous les cabinets d'analystes sont d'accord, ça ne court pas les rues. Oui ? Face à NVIDIA, au niveau GPU, on a AMD, d'ailleurs, la fondatrice est une des cousines au 2e degré ou 3e degré de Jensen Huang.
Donc oui, on a d'autres acteurs, mais effectivement, Nvidia maîtrise une très grande part du marché des GPU. Nous avons également maintenant les hyperscalers qui ont créé leur propre TPU, voire parfois GPU, pour entraîner leur IA. Je crois que récemment, il y a eu un précédent assez inquiétant pour Nvidia, qui était que, alors je ne sais plus quel hyperscaler, je ne voudrais pas dire de bêtises, a passé un accord avec OpenAI, ah non, c'était Anthropic, avec Anthropic, et dans cet accord, il était convenu qu'Anthropic utilise les TPU de cet acteur. Il me semble que c'est Google, mais il faudrait le vérifier. Donc là, ça commence à être un challenge pour Nvidia, parce qu'auparavant, tous ces hyperscalers, comme Google Cloud et Amazon, créaient leur propre TPU pour entraîner leur propre modèle, mais ne vendaient pas ces TPU à l'extérieur. À partir du moment où ces TPU vont commencer à être reconnus par le marché et utilisés par des créateurs de modèles de fondation tels qu'Anthropic, là, on a une menace réelle et sérieuse pour Nvidia. Pour l'instant, on n'est qu'à l'aube de cette menace, bien sûr. Mais peut-être que dans le futur, on aura un peu plus de compétition et donc potentiellement, en tant que consommateur, vous aurez plus de liberté de négociation aussi avec ces acteurs des GPU. On est loin pour l'instant d'une commodisation, mais il y a quelques signes qui peuvent donner de l'espoir. Alors, il y a quelques acteurs européens, mais je ne saurais pas vous citer les noms. Je connais par contre Grok avec un Q, qui fabrique des LPU. C'est un acteur canadien qui est très prometteur, mais au niveau européen, il ne me semble pas pour l'instant, en tout cas, qu'il y ait un véritable challenger à Nvidia qui émerge. Jamel, allez-y. Alors en termes de baisse des coûts, effectivement, je pense que plus il y aura de demandes, plus ces acteurs vont recevoir des revenus et potentiellement vont pouvoir faire des économies d'échelle pour réduire leurs coûts. Donc je pense que plus il y aura de demandes de la part des entreprises françaises et plus elles vont mettre le prix, plus elles seront gagnantes à long terme parce que ces acteurs vont pouvoir se développer et donc réduire leurs coûts par économie d'échelle. Pour l'instant, en tout cas, ce ratio, enfin pas ce ratio, cette fourchette de pourcentage entre 15 et 30%, je l'observe depuis 3-4 ans. Elle n'a pas forcément évolué. Donc pour l'instant, il y a toujours un premium. Et l'autre problématique, c'est que les services cloud, notamment avec l'arrivée de l'IA générative, se développent de plus en plus vite. Il y a plein de nouveautés. Donc forcément, en tant qu'entreprise utilisatrice, vous voulez toujours plus de fonctionnalités. Donc les clouds souverains doivent aussi s'adapter, créer des nouvelles offres, etc. Donc investir. Donc pour l'instant, je ne vois pas à court terme une baisse de ce premium pour les clouds souverains. Mais on va espérer qu'avec l'augmentation de la demande, on arrivera vers peut-être seulement 10% maximum de premium, ce qui va tomber dans la limite de l'acceptable pour les entreprises. Comme on peut le voir, c'est là où la majorité des entreprises sont prêtes à mettre de l'argent. Bon, 0% pour la plupart, mais 10%, ça va encore. On a beaucoup de gens là-dessus. Allez-y, madame. Vous pouvez augmenter le son, s'il vous plaît. Alors la question de l'on-prem est très pertinente, en effet. Comme vous pouvez le voir ici, l'on-prem, c'est en rose. C'est vrai que je ne l'avais pas forcément mentionné lors de la présentation. On voit un regain d'intérêt pour le on-prem. Et notamment parce qu'il y a un point d'inflexion lors de l'entraînement et l'utilisation des modèles d'IA qui fait que parfois il est plus intéressant d'avoir sa propre infrastructure et d'acheter ses GPU, etc. Donc, il y a ce point d'inflexion. Est-ce que les entreprises investissent massivement dans de l'on-premise ? Il y a une tendance.
d'investir dans l'on-premise. Je ne saurais pas vous dire le chiffre exact, mais effectivement, il y a un regain d'intérêt, c'est sûr. Sur la partie équipement en GPU, en RAM, etc., la problématique est la même que partout ailleurs. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise utilisatrice toute seule dans son coin, il est assez difficile d'aller négocier avec NVIDIA pour faire des gros bundles de GPU. Et donc, on va être très loin sur la liste d'attente pour les GPU et on va les recevoir dans très longtemps. Oui, c'est vrai que la RAM, on a une grosse problématique là-dessus. Je n'ai pas les chiffres exacts de ce côté-là, mais si vous le souhaitez, je peux revenir vers vous avec les données. Non, mais vous avez raison, il faut aller regarder au-delà des GPU et même des CPU, et c'est vrai que la RAM, c'est important aussi. Très bien, merci. D'autres questions? Alors, il faut juste que je vérifie le timing aussi. Dernière question, allez-y, monsieur. Alors oui, en partie. Ça fait partie de la volonté étatique que j'ai mentionnée. J'aurais pu deep dive un peu plus là-dessus, notamment aux achats, le fait de privilégier l'achat européen, voire l'achat français, etc. Ça peut aider. Après, est-ce que ça sera mis en place? Est-ce que ça sera... Vous savez, il y a eu des optimisations de contrats, notamment qui ont fait polémique sur le Health Data Hub, avec des exigences de fonctionnalité que, comme par hasard, seul un hyperscaler pouvait fournir. Donc, je pense qu'il y aura toujours des failles dans lesquelles les organisations pourront s'engouffrer pour continuer à choisir des solutions non européennes lorsqu'une alternative européenne et française existe. Mais je reste positive et je pense que ça va quand même dans le bon sens. Ah, vous voulez dire en dehors du marché public? Parce que sur le marché public, il commence à y avoir une émergence de cette préférence européenne. Mais oui, clairement, je pense que si ça commence à devenir une régulation, ça aiderait l'écosystème européen. Après, bien sûr, ça devient une question politique aussi de l'imposer. Là, ce que je préfère dire, c'est qu'il vaut mieux en prendre conscience en tant qu'organisation, prendre conscience de ses propres biais pour pouvoir arbitrer le mieux possible et choisir une alternative européenne quand c'est la meilleure solution pour son organisation. Voilà. Après, ça devient une question politique. Personnellement, je pense qu'instaurer un minimum de préférences européennes dans les achats IT pourrait aider l'écosystème. Mais est-ce souhaitable à court terme? Je ne sais pas. Merci beaucoup à tous.